Voilà, oui, grosso modo. Juste dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure de l'hôtel Le Bénin. Oui. Dites-nous pourquoi l'avoir appelé hôtel Le Bénin et non hôtel Le Togo? Non, le Bénin, c'est tout simplement le golfe du Bénin qui est ici. Et pourquoi le Bénin qu'on a donné au Dahomey? C'est ça, c'est ce golfe-là qui fait partie du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée part depuis le Nigeria là jusqu'en Guinée-Conakry. Mais dans ce golfe-là, il y a un autre qu'on appelle le golfe du Bénin. Et c'est tout simplement ça. Et alors, vous auriez pu me demander pourquoi on a appelé la brasserie d'Agoignivé à brasserie Le Bénin. Non, c'est tout simplement un nom qui... D'ailleurs, avant l'indépendance, nous autres ici, jusqu'au Bénin, on nous appelait des popos ou des Bénin City. Enfin, bref, c'est ça. Vous voyez? Il n'y a pas de mystère là. Par contre, le peuple faisait un mot de jeu pour dire les Bénin. Les Bénin, en Mina ou en Guanévé, ça veut dire prends soin de lui, prends soin de ça. C'est quelque chose de précieux. Donc, voilà. Oui. Et ce hôtel, nous l'avons bazardé aujourd'hui. Hein, et puis, on l'appelle hôtel Ibis. C'est quoi? Comme on dit vulgairement ici. Hein? C'est ça. C'est vraiment précis. Alors, Joyen, certains disent que le président Sylvanus Olympio, à un moment donné, s'est mis à mener la vie dure à ses opposants. Et certains ont été jetés en prison, d'autres chassés en exil. Et beaucoup disent que peut-être aujourd'hui, s'il était là, peut-être qu'il serait un dictateur comme Félix Houphouët-Boigny et tout. Pour vous, qui l'aviez connu, dites-nous concrètement, est-ce qu'effectivement, il avait mené la vie dure à ses opposants et serait-il un dictateur si aujourd'hui il est là encore là? Avant de vous répondre, je vais vous poser une question. Est-ce que le régime actuel dans notre pays mène la vie dure à nous autres opposants? Oui. Et pourquoi? Parce que nous avons commencé à lui mener la vie dure. C'est un peu ça. La première constitution que Sylvanus Olympio a fait élaborer, selon le témoignage d'un coopérant qui a fait longtemps ici, Jean de Menton, je ne sais pas si vous avez... Il a écrit un bouquin sur le Togo, intitulé « À la rencontre du Togo », publié par les éditions L'Harmattan. De Menton atteste que la première constitution qu'il a écrite était beaucoup plus libérale. Mais entre-temps, la bagarre a commencé malheureusement trop tôt entre lui, enfin, son parti, et la Juventus. Sans parler des partis qui étaient déjà ses adversaires. À partir de ce moment, c'est vrai, l'homme a un peu durci la main. Mais en termes de dictature, je préférerais 10 000 fois la dictature de Sylvanus Olympio à celle que nous vivons aujourd'hui. Sylvanus Olympio ne tuerait jamais un garçon de 12 ans. Il a commis des erreurs, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été en prison parce que, à un moment donné, il craignait aussi pour lui et pour son régime. C'est vrai. Hein? Mais Sylvanus Olympio ne tuerait jamais un garçon de 12 ans qui manifeste dans les rues. Donc, à la limite, personnellement, je parle en mon nom personnel, Godwin Tété, je préférerais 10 000 fois la dictature de Sylvanus Olympio à celle que nous vivons, aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, Joyen, pour vous qui aviez vécu ce temps et qui a encore la chance de vivre ce temps d'aujourd'hui, dites-nous la différence qu'il y avait eu et dites-nous comment vous voyez l'avenir de ce pays. La différence c'est que Sylvanus Olympio, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, avait un programme de développement de ce pays. J'ai eu le privilège d'avoir sous la main tous les projets qui ont été conçus sous son règne. Je les ai scindés en 3 parties. Ceux qui ont été déjà réalisés de son vivant, ceux qui étaient en cours de réalisation et ceux qui étaient encore sur le papier. Et j'en ai fait des annexes d'un autre bouquin que j'avais écrit auparavant sur lui,
que j'ai intitulé Le régime et l'assassinat de Sylvanus Olympio. Après avoir écrit un premier sur la lutte pour l'indépendance. Vous voyez? Et donc, si les projets de Sylvanus Olympio, seulement, disons, le 10e, étaient réalisés, notre pays serait aujourd'hui un bijou en Afrique de l'Ouest. Ces gars-là, ils n'avaient pas fait, sauf lui, hein, les autres n'avaient pas fait de très hautes études, mais ils avaient une idée très élevée de notre pays. Ils voulaient en faire une Suisse en Afrique de l'Ouest ici. Le mot, la phrase « l'ordre de l'humanité » qui figure dans notre hymne n'est pas tombé du ciel. C'est que ces gars-là, ils le pensaient réellement. Vous voyez? Et c'est ça, aujourd'hui. Où va le chose? Bon, le Togolais n'était pas au paradis, toujours, mais quand même, c'était difficile de dire que font les deux. Mais aujourd'hui, il y a un petit jardin là, tout juste à côté du monument des morts, aux morts. Allez là-bas, vous verrez des gens, ils sont là tout le temps, ils mangent rien, ils passent leur temps, ce qu'on peut, des espèces de clochards, de sans domicile. Pour les fonds, Sylvanus Olympio ne prendrait pas 1,5 milliard pour se faire deux véhicules. Quand ils sont en panne, il faut un avion doit venir de l'Europe, les prendre, aller les réparer et les venir. Vous imaginez ce que je... Quand vous étiez fonctionnaire, vous alliez en mission. Si jamais le pays hôte vous hébergeait, quand vous reveniez, vous remboursiez l'avance que vous aviez sur votre... Bon, c'était peut-être un peu exagéré, mais vous voyez un peu le souci. Le souci, parce que Sylvanus Olympio, en tant qu'éminent économiste, il est sorti de la plus prestigieuse école du monde à l'époque, la London School of Economics. Il savait quelque chose. Et puis, Sylvanus Olympio, pourquoi vous ne m'avez pas posé la question de savoir qu'est-ce qui lui a coûté la vie? C'est parce qu'il avait décidé de créer une monnaie nationale togolaise. Le lundi 14 janvier 1963, son ministre des Finances, de l'économie et des finances, Auspice Coco, devait prendre l'avion, aller signer un papier à Paris pour sortir de la zone franche. De la zone franc, pardon. Vous voyez? Et curieusement, on le tue dans la nuit du 12 au 13. Oui, oui. Quand il a décidé de créer cette monnaie, par une loi et non pas un décret. Son régime étant plus ou moins présidentiel, il aurait pu créer une banque par un décret. Non, il a fait créer par une loi pour lui donner tout le poids qu'il estimait nécessaire. Il s'est adressé à De Gaulle, qui était revenu aux affaires à la faveur de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie. De Gaulle a dit évidemment non. Il s'adresse aux Français, aux Anglais, aux Allemands d'abord, aux Anglais et aux Américains. Eux, non seulement ils ont accepté, ils ont avancé des fonds pour faciliter, favoriser l'opération. Et le docteur Trenou, qui m'a informé, qui lui-même était très informé, puisqu'il a été, si je ne m'abuse, directeur de cabinet de Sylvanus Olympio, et puis secrétaire d'État à l'information au moment où on tuait Sylvanus Olympio. C'est le docteur Rudolf Trenou qui m'a informé. Et donc, aujourd'hui, il est certain que la mort de Sylvanus Olympio est due d'abord et avant toute chose par le fait que sa décision de créer une monnaie nationale togolaise. La France a dit, ce garçon, il y a longtemps qu'il nous emmerde, cette fois-ci, ça ne va plus passer. L'histoire des Yadéman, c'est des gens qu'on a mis en avant, qu'on a instrumentalisés pour faire le coup. Oui, justement, doyen, dites-nous, par rapport à l'assassinat de Sylvanus Olympio, Yadéman a dit que c'est lui qui était à la tête, que c'est lui qui a tué M. Olympio. Et par après, on a appris que ce n'était pas lui, que c'était la France avec meurtrier et tout. Dites-nous concrètement, dans quelles conditions M. Sylvanus Olympio était-il assassiné? Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? C'était dans la nuit du 12 au 13 janvier. Le 12, c'était un samedi. On était en train d'inaugurer le centre culturel français et c'est le docteur Rudolf Trenou, en sa qualité de secrétaire d'État chargé de l'information, qui a remplacé Sylvanus Olympio, qui lui-même était préoccupé ce soir-là à réfléchir sur une espèce de charte. Je crois que c'était soit la charte de l'ONU qui était en création, ou bien la charte de la CEDEAO déjà.
là aussi, on peut faire une parenthèse. Il y a des gens à faire croire, n'est-ce pas, au monde que c'est lui qui a inventé la CEDEAO. C'est faux. C'est faux. La CEDEAO était déjà, comment dirais-je, dans les pensées, pour ne pas dire dans la... oui, qu'avant Eyadema ne soit même connu. Et donc, cette nuit-là, le gars était chez lui le soir, il travaillait. Quand ils sont arrivés, ils ont facilement neutralisé les 2 gardes qui étaient devant sa porte. Et puis, ils sont allés. Quand il a su que quelque chose se passait, il a dû se cacher. Il a sauté sa maison pour tomber dans la cour de l'ambassade des États-Unis. Vous savez que sa maison et cette ambassade ont un mur mitoyen. Et il s'est caché dans une voiture. Ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils sont repartis. Et l'ambassadeur de France, naturellement, a entendu que Sylvanus Olympio a dit on le cherchait, il a disparu. Et il en informe l'ambassadeur des États-Unis, un certain Léon Poulada. Léon Poulada prend une torche, il arrive dans la cour de l'ambassade parce qu'il n'habitait pas là. Et il cherchait. Alors, probablement, Sylvanus Olympio aussi a dû le voir et lui faire signe. Donc, les 4 yeux se sont croisés. Ah, il dit, monsieur le président, je n'ai pas mes clés, les clés de mes bureaux. Restez là, je m'en vais les chercher pour vous donner l'asile. Malheureusement, quand il part, il informe Georges... comment on l'appelle? Métrier. Non, pas Métrier, c'est le militaire. Mazoyer. Il informe Mazoyer que le président se trouve dans une voiture dans sa cour. Et Mazoyer informe Métrier, qui était un conseiller militaire qu'on a envoyé Sylvanus Olympio, alors que c'est l'homme qui a tué, qui a détruit physiquement les supécistes dans leur maquis au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. Lui n'était pas au courant. Et donc, Métrier informe les Eyadema, parce qu'il était leur supérieur, que si vous ne terminez pas votre travail, vous le connaissez, c'est lui qui va vous terminer. Et voilà, ils sont allés, et Eyadema a fait une déclaration. J'étais dans cette ville de Lomé. Il dit, quand nous l'avons sorti de la voiture, nous lui avons dit de marcher. Il a marché un peu, et puis il dit où? Il a dit, il était en short et chemise courte. On lui dit, aller à la gendarmerie ou au camp militaire, plutôt au camp militaire. Il dit non. Et Eyadema déclare, je dis bien déclare. Alors moi, je l'ai descendu. Parce que son français, tout le monde le connaît. C'est le français moyenna. Et moi, parce que le juge venait, les gens, c'est un grand monsieur, les gens laissent s'attrouper, alors je l'ai descendu. Donc pendant longtemps, tout le monde a cru que c'est Eyadema qui a tiré. Quelques années plus tard, quelqu'un avec qui ils ont fait le coup, qui s'appelait Adewi. Le quartier là, c'est le nom de... il était commandant. Son prénom m'échappe. Et Adewi, maintenant que les 2 hommes se sont brouillés, déclare que, en vérité, que ce n'est pas Eyadema qui a tiré. Il a laissé entendre que c'était le blanc Métrier et qu'on lui aurait donné à lui, Eyadema, une somme de 300 000 francs CFA, qui aujourd'hui, ça peut être 300 000, pas 300 millions, 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, ce serait 10 fois plus. Et donc, à partir de ce moment, comme lui-même, Eyadema n'a jamais démenti, ça a brouillé les esprits. Si bien qu'aujourd'hui même, il y a 2 clans. Il y a ceux qui sont convaincus que c'est lui. Et puis, il y en a qui disent, même déjà, il est vrai aussi que dès le début, il y avait des Togolais comme Hospice Coco, comme Akuti Paulin, un autre ministre de Sylvanus Olympio, qui n'ont jamais cru que c'est un noir, une main noire qui a tiré sur la gâchette. Il faut penser que Sylvanus Olympio, bon, quand ils se sont rebellés, il y a des gens qui l'ont informé, comme son ministre de l'Intérieur, Théophile Mali. Théophile Mali, en fuyant, il est allé au camp, croyant pouvoir les calmer. Il n'a pas réussi, il a compris que non. Quand il fuyait pour aller au Bénin, il est passé chez lui, parce que la maison de Sylvanus, c'est sur la route.
Sylvanus Olympio, bon, il a dit, mais écoute, bon, on nous a confié le sort, le destin, la destinée de ce pays. Nous n'avons qu'à fuir comme de pauvres malfrats. Le vieux Jonathan de Tové, le père de Jean, aussi, lui a téléphoné. Lui, il a pris la route de Thévier, s'est déguisé en femme, conduit par un de ses fils. Et il lui a téléphoné aussi, puisque c'est son propre fils, Hector, qui me l'a dit. Mais bon, il n'a pas. Donc, il faut croire que Sylvanus Olympio n'a jamais cru qu'un Noir, un Togolais, puisse attenter à sa vie. Il y a quelques années, à peine 2 ans, 3 ans, je causais avec Michel Haï, le grand frère de l'artiste. Paul Haï, qui a composé le drapeau. Ouais. Il a contribué aussi un peu intellectuellement à la conception du monument. Mais ce n'est pas lui qui a fait le tout. C'est un certain Georges Couster. C'est une parenthèse. Donc, il semble que Sylvanus Olympio n'a jamais cru. Et Haï me dit que lui-même, il a eu à approcher le vieux pour lui dire, mais il y a ces militaires-là, ici, on les voit se réunir à la nuit, ce qu'on a appelé l'Action Group. C'était la jeunesse, n'est-ce pas, du culte aussi. Et ça aussi, c'est encore Hector, le fils de Jonathan de Tové qui me l'a dit, parce qu'il faisait lui-même partie de ce mouvement-là. Un jour, dans la maison de Saint de Tové, Hector me dit, les anciens, ils se sont réunis et eux, ils ont demandé à leur dire quelque chose. Quoi? Leur dire qu'ils observent que les militaires revenus de l'Algérie, du Vietnam, de l'Algérie, se concertent notamment. Oh, nous avons fait comme il y a des amis. Donc, il y a un autre élément. On dit que au mois de novembre, le mois de novembre qui a précédé ce janvier-là, il y aurait eu à Agoué ici une réunion bilatérale entre le Bénin, le Dahomey, l'actuel Bénin, et le Togo. Et que Maga, qui aussi était au courant des tractations de ces militaires, après la réunion, aurait pris la main du jour du grand frère. Mais moi, j'apprends par mes propres services secrets que, bon, les gens comprennent que, laisse tomber ça à un moment où... Bref, il semble que, et tout récemment, l'oncle de Jean-Pierre Fabre, Dr Albert Franklin, m'a dit que même, il semble que même Oufoué l'aurait prévenu. Mais il ne pensait pas, il n'a jamais cru qu'un Togolais ou une Togolaise pourrait envisager de tenter à sa vie. Donc, voilà comment il a reçu des balles dans la poitrine, comme le jeune Anselme, et il y en a une particulièrement qui a broyé le bas-ventre. Ça aussi, c'est celui qui a formulé le corps qui me l'a dit. Je ne sais pas si je peux... Peut-être il vaut mieux que je ne dise pas son nom, parce qu'on peut aller aussi lui faire des amis. Il se trouve être un parent à moi. Et voilà. Et en plus, on lui aurait coupé les veines et tailladé pour être sûr d'une mort certaine. Voilà, en gros, comment les choses se sont passées. Donc, c'est-à-dire que M. Sylvanus Olympio était de ceux-là qui étaient convaincus ou qui avaient un amour fou pour le pays. Est-ce qu'on peut le qualifier ainsi, qu'il avait un amour fou pour le Togo? Il y a un discours, non, une lettre de sa veuve, Dina Olympio, au chef d'État de l'Afrique africain à l'époque, quelques jours après la mort. C'est une lettre très émouvante. Il a dit que son mari avait effectivement, comme vous dites, un amour fou pour son pays et que toute sa vie, il n'a rêvé, il n'a pensé que ça. Il voulait faire de ce pays quelque chose. N'oublions pas que sa mère était une esclave de la région de Dapaon. Oui. Alors, cette origine, l'origine de sa mère a dû aussi le travailler. C'est peut-être une vengeance indirecte de sa mère qu'il a voulu par ce biais-là, en faisant de ce pays, de ce morceau de territoire, quelque chose de viable. On lui a ôté la vie. Aujourd'hui, peut-on dire que son fils, Jécris Olympio, a s'abordé, ou je dirais,
trahi la mémoire de son père en s'alliant à ce régime qui, quelque part en partie, faisait partie de ceux qui ont mis fin aux visions de Sylvanus Olympio. Je soupçonne que vous avez écouté l'interview que RFI m'a demandé le 13 janvier dernier. Parce que la jeune dame m'a posé exactement la même question. Donc, je vais vous donner la même raison, la même réponse que j'ai donnée à la dame RFI. J'ai eu le privilège d'avoir de très bonnes relations fraternelles avec ce frère. Je peux me répéter pendant des années et des années. Bon, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, malgré des conseils que je me suis permis de lui donner, Gil, prends de la hauteur, tu seras plus aimé encore par ton peuple. Bon, ce qui m'a répondu, faut qu'on les vibres nous et parlant des gens pillés qu'on sort, les vibres nous on non tu vois quoi. Je ne veux pas aujourd'hui déblatérer sur lui parce que j'estime qu'il est assez grand garçon pour assumer ses actes. Personnellement, je lui ai tourné le dos d'un instant à un autre. L'instant où j'ai appris la signature de cet acte-là, de ce soi-disant, je ne sais pas comment on l'appelait. Comment on l'appelle l'accord oui, voilà, oui. entre je lui ai tourné le dos, pas humainement, mais politiquement, je lui ai tourné le dos. Il se trouve que, bon, quand vous ne vous entendez pas politiquement, même les rapports humains deviennent aussi problématiques. Et donc, je le laisse à son sort. Il est assez grand garçon pour assumer l'acte qu'il a posé. Si un jour, cet acte s'avère bénéfique pour le peuple togolais, bon, le peuple togolais, lui, en sera certainement gré. Parce qu'au moins, nous avons beaucoup de défauts comme togolais, mais nous avons une qualité, nous avons le sens de la gratitude. Mais inversement, s'il s'avérait, et ce que je crains, que l'acte n'est pas bénéfique, qu'il est maléfique, bon, on supportera les conséquences. Voilà. En somme, pour me résumer, je laisse Gil à lui-même assumer les conséquences de ses actes, parce qu'il est assez grand garçon. Je ne veux pas, moi, déblatérer sur lui, mais je crois vous avoir dit le fond de ma pensée. Voltaire disait qu'à un être humain intelligent, on dit une seule chose. Il en ajoute 6, ça fait 7, il comprend. Je crois que je vous ai dit une chose, vous êtes assez intelligent pour en ajouter 6, il comprend. Alors, doyen, aujourd'hui nous sommes à la veille de la fête du 27 avril. Et pensez-vous vraiment à une alternance ou à un changement dans ce pays? Croyez-vous? Le pays où on commence à tirer sur des garçons, tuer des garçons de 12 ans, c'est le pays où l'alternance commence. Parce que la nature est une dialectique. C'est ça. Marx disait que ce sont les conneries du régime en place qui boostent la révolution. Vous étiez hier à l'église, là, dites les franciscains, là, hier. Oui. Vous y étiez? Non, j'y étais pas. Non, j'y étais pas. Vous avez manqué quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Il fallait y aller, y être. Je suis convaincu que nous sommes déjà dans l'antichambre du changement. Oui. Et puis on n'a jamais vu dans le monde un peuple qui se soulève, qui dit « ça, je ne veux pas ça ». Et que vous avez beau avoir les canons, les mitraillettes, les gourdins, les gaz lacrymogènes, mais c'est le prêtre, hier, le prêtre, qui a dit « nous allons résister aux gaz lacrymogènes et nous vaincrons ». C'est le prêtre qui a dit « ce n'est pas God une tété ». Donc, je suis convaincu que nous sommes déjà dans l'antichambre du changement. Alors, doyen, un dernier mot pour le peuple togolais, pour la jeunesse. Le dernier mot, c'est celui qui figure sur notre monument. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Voilà ce que je voulais dire comme dernier mot.
Joya, merci beaucoup de C'est nous moi avoir qui reçus. vous remercie.